Merci Madeleine Noir, donc président du Syndiac, de nous rejoindre après cet AG qu'on a fait avant le spectacle, présentation de spectacle. Alors, histoire de bien recadrer les choses, on est à un moment historique, je pense. Après la période 2014 et la plateforme revendicative défendue par le comité de suivi, tous les acteurs, organisations syndicales du secteur culturel étaient d'accord sur une plateforme commune. On se retrouve 2 ans après, avec une nouvelle négociation de convention UDEDIC. Comme vous le savez tous, on en a parlé tout à l'heure, on a fait le point là-dessus. Donc avec les nouvelles règles imposées par la loi Rebsamen, etc. Ce sont des pré-négociations du secteur, avec toutes les organisations du secteur. Et avant de rentrer dans le détail de ça, moi j'ai conclu ma petite présentation tout à l'heure en disant que, très paradoxalement, on était à une espèce de carrefour où on pouvait soit imaginer le meilleur, c'est-à-dire un éventuel retour à ce qu'on a connu avant 2003, 507 heures sur 12 mois, etc., la date anniversaire, plus tous les acquis dont on a parlé déjà maintes et maintes fois, prise en compte des congés, etc., maternité, congés maladie, etc. Bon, je passe tous les détails de ça. Donc, on pourrait imaginer que ça pourrait exister si on n'avait pas derrière le cadrage budgétaire du MEDEF, et sans parler même, on va y revenir probablement avec vous, mais de la question très très importante de la prise en charge par l'État du différé, voire plus, si affinité, qui crée un vrai problème sur 2 points, c'est-à-dire premièrement que c'est absolument temporaire. Si on a un gouvernement de droite, d'extrême droite, dans 1 an, que se passera-t-il? Et puis, ce que nous, on a tendance à dire avec la coordination nationale, c'est attention, nous, on ne veut pas que l'État finance les intermittents du spectacle. Ça nous met en dehors de la solidarité interprofessionnelle. C'est extrêmement dangereux. Et par contre, pourquoi l'État ne finance-t-il pas, comme il le faisait avant, le fonctionnement de Pôle emploi? Voilà. Bon. Alors, on est donc à cette croisée. J'en reviens à ma petite image. Donc, soit le meilleur qu'on pourrait imaginer au vu de ce qui a été communiqué dans votre propre communiqué, qui annonce un climat plutôt de détermination de tous les protagonistes qui sont autour de la table, etc., etc. Ou on peut imaginer exactement l'inverse, c'est-à-dire que, à terme, une fois que cet accord est signé par les organisations du secteur, c'est la catastrophe totale, parce que le MEDEF ne voudra jamais entendre parler de ces choses-là, et parce que, par ailleurs, on est en train d'essayer de nous sortir petit à petit de la solidarité interpro. Donc, on peut parfaitement imaginer qu'au vu de toutes ces choses-là, très rapidement, ce soit la fin pure et simple des annexes 8 et 10. Voilà. Donc, on est à ce carrefour-là, et bon, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et en même temps, le jeu est extrêmement serré. Et on sait très bien, nous, de notre côté, que les annonces qui sont faites dans ce premier préaccord de sectoriel sont extrêmement dangereuses quand on les prend au pied de la lettre, c'est-à-dire comme ça a été annoncé dans le communiqué de presse du Syndiac, par exemple, ou comme ça a été repris dans le courrier que nous a envoyé Paul Rondin en préparant cette rencontre, c'est-à-dire, oui, mais vous en faites pas, tout va bien, regardez les annonces qui sont faites. Non, rien n'est absolument validé là-dessus, rien du tout. Donc, avant de pouvoir se prononcer, il faut voir ce qui va sortir de la prochaine journée de lundi. Il y en aura peut-être d'autres derrière. Voilà. C'est un premier point. Peut-être vous voulez répondre là-dessus, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Est-ce que je peux parler avant toi? Comme tu regardes des choses beaucoup plus intelligentes que moi, je préfère passer avant. Moi, je partage assez cette analyse, globalement, sur le côté quitte ou double qu'il peut y avoir dans ces derniers moments de négociation, jusqu'à lundi, je crois. J'ai été assez surpris quand j'ai vu les avancées, ce qui avait été mis sur la table. Parce qu'effectivement, retrouver des termes qui nous amènent avant 2003, j'ai été assez épaté par ça. Mais j'ai été non moins surpris
par ce qui a été qualifié assez unanimement de provocation de la part du MEDEF. À un moment où on pouvait penser qu'au contraire, tout le monde s'était mis d'accord. J'ai la conviction que ce qui a réussi à convaincre l'ensemble des partenaires, c'est les propositions concrètes, intelligentes, formulées de la coordination. C'est que elles n'étaient pas idéologiques, elles étaient concrètes et elles pouvaient prouver la maturité de ce mouvement. Elles pouvaient prouver que le système était viable et qu'il pouvait être amélioré dans le sens où tout le monde est gagnant. Alors après, j'ai été très surpris par cette provocation du MEDEF. Mon opinion, mais ça n'est qu'une opinion ou qu'une hypothèse, c'est que c'est effectivement une provocation qui a été lancée. Je pense que le MEDEF se fiche éperdument du monde du spectacle et des intermittents, et que c'est dans le cadre d'une négociation générale, un objet qui savent gênant pour le gouvernement, particulièrement dans le contexte préélectoral. Voilà où j'en suis, moi aussi un petit peu comme vous, parce que je préfère écouter Madeleine qui connaît beaucoup plus de choses sur ce dossier et qui est beaucoup plus technique. Mais voilà quelle est ma conviction. Alors moi je veux dire que je partage l'analyse complètement. C'est-à-dire qu'on est à un moment d'abord historique parce que c'est la première fois que les professionnels, suite à 10 ans de mobilisation, arrivent à proposer enfin un système qui soit juste, pérenne et qui soit beaucoup plus équitable. Donc la réflexion qui s'est faite et s'est construite depuis 10 ans se retrouve sur la table, véritablement, avec une logique de négociation qui est, parlons de ce qui est l'utilité de la construction du système, analysons les curseurs, voyons les financements, et ensuite élaborons, à partir de l'objectivation, des chiffres, la manière dont on peut rendre ce qu'on essaye tous de faire, c'est que l'intermittence soit indispensable dans notre métier et continue à rester un des appuis sur lesquels on peut continuer à travailler. La permanence et l'intermittence, c'est nos deux pieds sur lesquels on travaille. Donc pour moi, c'est absolument... Je rejoins complètement le fait qu'on est à un moment historique, on est dans une configuration qui n'a jamais existé, qu'on réclame depuis 10 ans. C'est de pouvoir analyser les propositions qui ont été faites. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Ça ne veut pas dire que on a déjà fait une partie du chemin en mettant tout le monde autour de la table, c'est déjà quelque chose. Bien sûr, c'est pas suffisant, puisque ce qui sera suffisant, c'est d'arriver à un accord qui se mette en place. Ça, c'est l'objectif principal, et c'est d'ailleurs le seul qui est visé. La deuxième chose qui est essentielle, c'est qu'on a une étape qui est que les professionnels, c'est-à-dire l'ensemble des confédérations syndicales, des fédérations syndicales du secteur, plus l'ensemble des employeurs, se mettent d'accord sur des préconisations qui vont être soumises ensuite, dans un deuxième temps, à l'interprofessionnel. C'est évident pour moi que rester à l'intérieur de la solidarité, c'est totalement décisif. Il est hors de question, et on l'a dit dans les cours des négociations, que l'intervention de l'État vienne compenser cette lettre de cadrage qui est une aberration. Il n'y a aucun mot pour dire que c'est juste de l'huile sur le feu pour voir si le système va tenir, parce qu'on veut nous écrabouiller là-dessus. Le MEDEF est absolument inconséquent de proposer ce genre de choses. Donc effectivement, je redis que ces prochains jours vont être décisifs sur la possibilité ou pas d'arriver enfin à sortir d'une situation ubuesque. Donc moi, évidemment, je parie sur le fait qu'on a encore une chance de le faire, mais en aucun cas, la chose n'est arrivée. En aucun cas, la chose n'est arrivée. Et le chemin reste à faire. Et c'est, Dieu sait si moi j'angoisse, parce que je n'ose pas imaginer qu'on n'y arrive pas, parce que là, franchement, je crois effectivement que si on rate cette occasion-là, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Honnêtement, parce que c'est catastrophique pour nous. Parce qu'on sait qu'on va avoir un nouveau gouvernement ensuite, on sait qu'on va avoir on n'aura plus cette opportunité de pouvoir faire des préconisations intelligentes. Donc
j'ose encore croire que lundi va être une journée où au moins les professionnels seront capables, tous ensemble, intelligemment, de se rendre compte de la réalité, feront des propositions qui seront, à mon avis, possiblement acceptées. Alors après, c'est là qu'il va falloir vraiment qu'on trouve la façon que l'interprofessionnel soit convaincu. Il faut quand même savoir que les organisations syndicales salariées ont toujours discuté avec leur confédération au fur et à mesure que de ces 19 séances de négociation. Donc on n'est pas non plus coupé d'une réalité interprofessionnelle. Après, c'est le MEDEF, évidemment. Évidemment que cette lettre de cadrage, il faut revenir dessus, il faut trouver l'ajustement. De toute façon, les préconisations qui ont été faites dans les négociations partent sur des financements et un cadrage bien différent de ce que le MEDEF a préconisé, et qui est bien plus réaliste de toute façon et bien plus juste aussi. Donc après, voilà. Pour l'instant, pas à pas, la volonté de conserver les annexes 8 et 10 et de leur donner une pérennité, c'est quand même ce qui a fait avancer les négociations. J'espère qu'on va continuer dans ce sens-là. Mais je ne vous dis pas du tout que c'est gagné. Si vous avez vu ça quelque part, je ne sais pas où, mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein, parce que j'ai toujours pensé que la bataille allait être extrêmement difficile. Elle l'est depuis tellement d'années, on a entendu tellement de choses fausses, on a été tellement baladé à droite et à gauche, qu'effectivement, il n'y a aucune raison de créer victoire. Par contre, on est dans une configuration inédite et qui mérite qu'on prenne le temps de ce temps-là, qu'on le voit jusqu'au bout, et la semaine prochaine, on en tire les conclusions, et on voit l'étape suivante. Moi, pour l'instant, depuis le début, ce que je fais, c'est pas à pas. Le chemin est tellement... Excusez-moi, mais il y a un an, vous m'auriez dit que la FESAC aurait été d'accord de revenir à 507 heures sur 12 mois. Je vous aurais pas cru. Or, c'est le cas. Donc, c'est un pas énorme. Après, effectivement, il y a la suite qui est la négociation interprofessionnelle qu'il faut essayer de garantir. Mais le mécanisme de la concertation fait que normalement, ce qui ressort des préconisations si lundi on ne se met pas d'accord, là, franchement, on est à la fin des films. C'est la fin des films. C'est parce qu'on se discrédite du rapport de concertation, et du coup, ça va faire la joie de tous ceux qui nous détestent. Alors oui, on est d'accord là-dessus. Maintenant, venons-en au point où nous ne sommes pas d'accord. Et ce point de désaccord, enfin un des points majeurs de désaccord, c'est lorsque le syndicat dit dans son communiqué qu'il est prêt à envisager des économies à hauteur de 105 millions d'euros. Nous sommes, coordination nationale, pour un cadrage à 0 euros d'économie, pour une raison simple, c'est que l'UNEDIC est en excédent. Si les comptes de l'UNEDIC sont plongés dans le rouge, c'est parce que, comme vous le savez très bien, depuis la fusion de la NPE et de la CEDIC et des ACEDIC en Pôle emploi, l'État s'est désengagé du financement du fonctionnement de Pôle emploi, et de ce qui a coûté 3,14 milliards d'euros en 2014 à l'UNEDIC. Voilà. Donc, c'est toujours la même stratégie. On plonge, que ce soit les services publics, là en l'occurrence c'est l'UNEDIC, dans une situation dramatique, et après on dit, regardez, vous voyez bien, ça ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a absolument aucune raison que cet argent soit pris dans la poche des chômeurs, ou que ce soit, que ça se passe comme ça. Donc, c'est un point de désaccord fondamental. Nous ne pensons pas qu'il faut que les annexes 8 et 10 fassent 105 millions d'économies d'euros sur le dos des chômeurs. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alexia? Après. Alors, simplement, je voudrais reprendre les études qui ont été faites par Mathieu Grégoire, par la CIP, par nous-mêmes d'ailleurs. Ceux qui avaient proposé le plus d'économies, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la CIP. Donc je le redis, nous avions des cadrages qui étaient plus élevés. Et de toute façon, c'est pas sur les chômeurs, c'est aussi les employeurs. Hein, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas que sur les salariés. Il ne faut pas non plus la répartition de comment... il faut juste... Moi, ce qui m'importe, c'est que le système soit viable.
C'est-à-dire qu'on ne revienne pas 100 millions de fois. Et si on est tout le temps en train de faire un ratio en disant non mais c'est déficitaire, c'est déficitaire, c'est déficitaire, il faut juste dire ok, on est tous d'accord sur l'idée que cet endroit-là c'est l'idée d'équilibre. Là, le fait de revenir à zéro pour l'instant, si vous étiez à la table de négociation et vous diriez ça, je pense qu'on aurait arrêté tout depuis longtemps. Il faut trouver l'endroit, parce que tout le monde n'est pas d'accord, sinon on aurait résolu le problème depuis longtemps. C'est bien parce qu'il y a des tensions partout qu'il faut trouver l'endroit où l'intelligence commune et le bien commun est supérieur à la réalité de tout pour tout le monde. Ça ne va pas marcher comme ça. Sinon, on ne sortira pas du bois. Mais je crois réellement qu'il y a une possibilité que ce soit beaucoup mieux que ce que c'est maintenant. Pour moi, c'est très important, ça. C'est très, très important. Il faut que ce soit beaucoup mieux, que les préconisations qu'on a depuis 10 ans soient entendues et mises en œuvre. Après, il y a des curseurs qui ne sont pas toujours justes. Le système n'est pas parfait. Et vous connaissez cette épouvantable équation de l'indemnité journalière, qui est une sorte d'usine à gaz qui a été inventée par un type, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé, mais c'est absolument infernal comme économie. Donc un curseur, pour comprendre ce que ça déplace réellement, techniquement, c'est un peu un enfer. Donc c'est compliqué, techniquement, aujourd'hui, d'avoir une vision extrêmement précise de la totalité de ce qu'on bouge quand on bouge quelque chose. Donc c'est aussi cet ajustement qui est délicat, parce qu'on sait bien que c'est des hommes et des femmes dont on parle. On sait bien que c'est pas du tout, c'est pas des chiffres, c'est pas des en soi. Donc c'est cette réalité-là qu'il faut qu'on soit absolument précis et très méticuleux et précautionneux. Et je redis que zéro économie sur le système des annexes 8 et 10, ça ne sera pas envisagé, ça ne sera pas une solution. Ça, je suis sûr. L'équivalent des 100 millions, c'est possible. C'est possible, il faut voir comment. Et de toute façon, l'architecture dépend, vous savez, une mesure peut être bien, mais si elle est combinée dans un système qui est pas pertinent, elle va devenir catastrophique. Vous savez bien que c'est un enchaînement, ce système-là. Et c'est l'architecture générale qui doit compter. Et c'est de celle-là dont on parle. Et c'est à cet aune-là qu'il faut le juger. On peut prendre une bonne mesure qui, accompagnée de plein d'entourage, devient n'importe quoi. Donc cet enchaînement de mesures doit être véritablement compris dans un ensemble. Et c'est bien à ça qu'on va essayer de travailler. Et c'est à ça que tient la pérennité du système. Je vais passer la parole à Claude et puis à Alexia. Juste pour rebondir très, très rapidement sur ce que vous venez de dire, on sait très bien que un accord qui serait sur un cadrage à 0 € d'économie pourrait être très très mauvais s'il se fait sur le dos des plus pauvres au détriment des plus riches. C'est-à-dire qu'on a fait comme en 2003 par exemple. On sait très bien qu'à l'inverse, un accord, disons, pas trop mauvais avec 50 millions d'économies pourrait être plus ou moins bon s'il est plutôt à l'avantage des plus pauvres au détriment des plus riches. C'est tout ce que je voulais compléter et je passe la parole à mes camarades. Et ce que je voulais dire par rapport à la dette de l'UNEDIC, le CADTM a fait une étude, peut-être que vous avez vu et lu, mais en tout cas c'est un dossier remarquable qu'ils ont fait, comme avec la dette de la Grèce. Donc ils en ont conclu que la dette était illégitime, parce que la dette est la conséquence de la mauvaise gestion de l'UNEDIC. Guigo en a parlé juste avant, le trou il est creusé par le fait que l'État se soit retiré du fonctionnement de Pôle emploi et que effectivement c'est nos cotisations employeurs et salariés qui financent Pôle emploi. Donc si on finance Pôle emploi, on finance les contrôles mandataires. Et les contrôles mandataires c'est une catastrophe. Parce que c'est dramatique ce qui se passe. Vous avez des familles entières qui sont décimées. Jamel Char, il a fini immolé devant un Pôle emploi. Parce que Pôle emploi ne voulait rien savoir sur l'histoire des indus. Il lui réclamait de l'argent alors que lui, il avait donné tous les éléments pour leur dire « mais c'est vous qui vous êtes plantés ». Et par désespoir, il a fini comme ça. Alors, est-ce qu'on veut tous finir comme ça? Ou alors, est-ce qu'on pose nos conditions au MEDEF, à l'État, en sachant que cette dette est illégitime? Donc on n'a pas à la payer, que ce soit les employeurs ou les salariés. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut avancer aussi lors des négociations.
bien leur dire que la lettre de cadrage du MEDEF, c'est une grande fumisterie. Et que l'objectif principal, c'est la suppression programmée des annexes 8 et 10. Ce sera à l'horizon 2020, à l'horizon peut-être un peu plus loin. Mais la stratégie du MEDEF, elle est redoutable. Je passe la parole à Alexia. Juste un tout petit complément par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de dire en fait, il faut être raisonnable, en gros, c'est ce que vous dites. On ne pourra pas imaginer un cadrage à 0 € d'économie. Mais on sait très bien que dans les négociations, il faut commencer par des propositions fortes, parce que ça nous permet de reculer. Ça permet ensuite au MEDEF, si vous étiez tous d'accord sur cette proposition-là, d'arriver devant le MEDEF en disant, nous, c'est 0 € d'économie. Et là, le MEDEF dirait peut-être, bah non, là, vous exagérez, on va envisager 50. Si vous êtes déjà à 105, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, je passe la parole à Alexia. Et juste du coup, bonjour, pour que je comprenne bien, donc en passant sur ce point de désaccord du fait que nous on pense qu'il faut demander 0 d'économie et vous 105 millions. C'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que dans la CIP, il y a Mathieu Grégoire le premier. Mathieu Grégoire, il fait pas complètement partie de la CIP, enfin il est proche de la CIP, mais c'est pas un membre de la CIP, il vient pas aux coordinations par exemple, non, etc. Il a été repris souvent. Oui, oui, complètement. Mais du coup, ma question, c'était sur ces 105 millions, si par exemple, ils gardent le ratio qui est proposé aujourd'hui de prise en charge d'une partie des économies par l'État, c'est quoi la position du Syndéac par rapport à ça? Si par exemple, ils disent ok, on fait 105 millions d'économies, mais on ne les fait pas directement sur les cotisations, il y a une partie qui est prise en charge par l'État. On a communiqué là-dessus, on est absolument tous les gens qui étaient autour de la table ont demandé à l'État de ne pas intervenir. Très clairement. Et ça déjà depuis plusieurs fois. Moi je l'ai redit il n'y a pas longtemps encore au ministère en disant ne faites pas ça. Vous trahissez la solidarité interprofessionnelle et ça ne résoudra rien du tout. Hein, c'est pas un chèque dont on a besoin. C'est un système qui tient de la route. Alors, j'ai pas envie d'épiloguer sur 0 ou pas. Enfin, de toute façon, la question des chiffrages, elle est réellement à l'étude. Il y a plein d'éléments qui sont encore complètement... Et je pense qu'il faut pas... Je pense qu'il faut savoir que si l'accord a lieu lundi, il y aura encore des choses à perfectionner après. Le chemin n'est pas terminé. On n'aura pas fini d'améliorer la situation. Il y a des choses qui n'auront pas été analysées à fond comme il faudra le faire. Et il y a encore du chemin à parcourir, il y a beaucoup de choses à améliorer, et à beaucoup d'endroits. Donc ce sont des choses compliquées, et qui nécessitent une technicité on voit bien, et je suis assez d'accord sur le fait que l'UNEDIC a défailli très très souvent sur la mise en œuvre de ses propres responsabilités. Et je pense que la CIP a été un révélateur de ces dysfonctionnements assez très très forts. Et du coup, il s'agit bien d'arriver à un système qui soit évidemment beaucoup plus favorable aux plus précaires, aux plus en difficulté. C'est eux qui doivent protéger le mieux et qui doivent aider réellement à ce que la situation leur soit améliorée. Évidemment, il y a des équilibrages à faire et voilà, il y a des curseurs. Moi, j'avoue, techniquement, d'abord, je n'en suis pas... Je veux dire, ça me demanderait un travail à plein temps et j'ai bien d'autres choses à faire, mais c'est très techniquement compliqué. Il y a des gens vraiment de qualité qui sont au travail là-dessus. On va, j'espère, trouver... il n'y aura pas de miracle, mais il y aura, je l'espère, une avancée plus que significative. Quelque chose de réellement conséquent. Je ne crois pas que la peinture sera finie le lundi. Hein, il restera encore beaucoup de parties à peindre et à refaire. Je rebondis sur ce qui a été dit pour préciser une chose, parce que dans votre communiqué de presse, du Syndéac, il y a quand même une chose qui est fausse, qui est fausse, c'est quand vous dites que vous êtes parfaitement fidèle à la plateforme revendicative du comité de suivi de 2014. Or c'est faux, puisque vous êtes en désaccord sur 2 points essentiels, qui est annexe unique. J'aimerais d'ailleurs savoir pourquoi, mais on en parlera après. Et le deuxième point qui s'explique quand on vous entend parler, c'est la question de la coordination de règles
avec le régime général, sur les fameuses 169 heures qui peuvent être prises pour une ouverture de droit si les personnes sont salariées dans le régime général, etc., etc. Bon, ça, c'était un des points de la plateforme de revendication du comité de suivi en 2014, sur laquelle s'oppose à présent le Syndeac. Entre parenthèses, je ne veux pas alourdir trop la mule, ou la charrette, je ne sais pas comment on dit, mais c'est pour ces raisons-là que le comité de suivi a explosé. C'est parce que le Syndeac a renoncé à l'idée d'annexe unique. Je pense que si, c'est mon point de vue, mais enfin bon. Mais je reviens sur l'autre point. Quand vous dites qu'il faut être raisonnable, il faut faire des... Le comité de suivi, quand on a décidé de l'arrêter, c'était pas nous d'ailleurs, on n'était pas d'accord à ce qu'il s'arrête. Bah oui, mais de fait, ça s'est passé comme ça. Bon, bref, je finis, puis après je vous passe la parole. Je pense qu'une de vos stratégies, enfin de vos réflexions, de vos idées, je ne sais pas comment le dire, pour trouver de l'argent pour ces fameux 105 millions d'euros, va bien falloir les trouver quelque part. Je pense qu'une des solutions que vous avez imaginées, c'est de revenir sur cette histoire de la règle de coordination. Voilà. Maintenant, je vous laisse répondre. Alors là, je crois qu'il y a plein de questions qui ne sont pas du tout réglées et dans lesquelles on n'a pas pris position. Parce qu'on attend d'avoir une intelligence plus grande du chiffrage et des curseurs. Je vous redis, c'est une machinerie, c'est une horlogerie. Vous déplacez une chose ici et ça déplace d'autres choses ailleurs. Donc c'est vraiment une horlogerie et on attend, et sur ces questions-là de la coordination, sur les questions des techniciens, on a demandé des chiffrages et il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises sur la table par l'ensemble des gens et elles vont être analysées. Alors franchement, je n'ai pas de religion là-dessus. Je n'ai pas de religion là-dessus. Moi, je vous le redis, ma principale, mais vraiment, mon acharnement, c'est de garder les annexes 8 et 10 dans une viabilité qui sorte enfin de cette crise permanente dans laquelle on est, de remise en cause. Je ne vise pas un système parfait parce que rien n'est parfait, mais je vise réellement une amélioration et une amélioration en mouvement. C'est-à-dire que le travail va continuer, si jamais on arrivait lundi à un accord entre les professionnels. Le travail, c'est de poursuivre ce qui doit être amélioré. Il y a déjà une mise en place, à part cette concertation, d'un travail de poursuite des réflexions et de mise en œuvre de nouvelles préconisations. On a plein de chantiers qui ont été ouverts dans ces discussions. Hein, et je crois réellement que quand je dis que la peinture n'est pas finie, elle ne sera pas finie lundi. Il y a encore plein de choses à faire. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on ne soit pas dans une période où on va basculer. Parce qu'effectivement, la balance, elle est lundi. La balance, c'est si on n'y arrive pas à un accord, c'est catastrophique. Moi, je pense réellement, c'est catastrophique. Est-ce que je peux te poser une question? Je ne veux pas faire de catastrophisme, mais les positions de l'audiovisuel et du monde du spectacle, c'est pas toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe si l'audiovisuel se désolidarise? Qu'est-ce que c'est le scénario? Alors, pour vous dire à quel point la chose a changé, alors le Syndeac a toujours été à la FESAC, où la FESAC réunit l'audiovisuel, les producteurs, les privés, les publics, etc. Hein, donc c'est vraiment les branches en entier. Donc c'est une représentation des syndicats employeurs. Le Syndeac a toujours été, de par sa position vis-à-vis depuis 2003, considéré comme le canard. On était à peine entendu dans ces réunions, c'était toujours très très tendu. Et on avait une place complètement, je dirais pas minoritaire, puisqu'on était quasiment les seuls à dire ce qu'on avait à dire sur l'intermittence. Il se trouve qu'il y a eu un changement à la FESAC en 2014, changement considérable, puisque vous savez que c'était M. Pesquine qui était le président de la FESAC et qui, depuis 15 ans, depuis son origine, voilà. Bon. Et là, la gouvernance a changé de mode. Un travail beaucoup plus collégial et une présidence du spectacle vivant. Et donc tout le travail a été, depuis un an, de mettre sur la table les expertises qui avaient été faites par nous,
par la CIP et de mettre la réalité devant l'ensemble des partenaires. Et ce qui est arrivé, qui moi-même m'a assez surprise, c'est la capacité que les responsables de ces syndicats audiovisuels ont entendu le fait que ça pouvait être un système meilleur sur les arcanes qui ont été posés, sur les principes qui ont été posés. Donc on a un mandat global, FESAC, audiovisuel compris, ce qui est quand même absolument incroyable. Moi, vous m'auriez dit ça il y a un an, je ne l'aurais pas cru. Donc le chemin parcouru, ça se voit moins, évidemment, du point de vue des intermittents, parce que ce sont des négociations qui sont tendues. C'est très très difficile, hein. Je ne vous dis pas du tout que la chose est simple, mais quand même d'avoir obtenu la capacité que la FESAC vienne avec un mandat clair pour dire il faut que ces annexes soient préservées dans des conditions qui soient décentes et correctes, et revenir à des arcanes qui soient ce qu'on essaye de défendre depuis le début. Voilà, donc je crois que là déjà il y a une grosse avancée. Mais effectivement, on verra dans les chiffrages lundi si ce lien tient et jusqu'où il tient. J'espère que le fait d'avoir une impérative nécessité de l'intermittence rendra les gens moins cons. Oui, j'ai quelque chose à dire par rapport à la FESAC. J'ai eu un point aujourd'hui sur la négo. Le Sympaz fait partie de la FESAC et c'est un syndicat d'employeurs dans l'audiovisuel ou le cinéma, je ne sais plus. Et eux, par contre, ils sont vraiment radicaux. C'est qu'ils demandent à ce que les techniciens fassent 800 heures en 12 mois et les artistes 507 heures en 12 mois. Donc, ils sont dans la division donc, des annexes, et c'est pour ça que quand Guigou dit que la plateforme revendicative du comité de suivi, elle est fondamentale, et qu'il faut défendre l'annexe unique, c'est qu'il n'y a pas de séparation à faire entre les deux. Parce qu'il y a une porosité entre les deux annexes, notamment dans le spectacle vivant. Hein, on peut avoir les trois métiers, on peut être comédien, musicien et technicien. Voilà, moi j'en connais. Donc on peut traverser, on peut aller d'une annexe à l'autre. Peut-être que dans le cinéma ou l'audiovisuel, c'est peut-être moins évident, mais en tout cas, ils font le jeu du MEDEF. Je voudrais, à la fin du communiqué que vous avez publié, vous demander de transmettre les informations contenues dans le communiqué, vous les demandez de partager aux structures que vous représentez avec les collaborateurs. Ça m'amène à vous poser une question. J'en viens à cette question parce que dans le site du SYNDAC, j'ai vu que vous préconisez aux structures que vous représentez de faciliter la préparation de la grève du 9 mars. Ce qui prouve que vous êtes un groupement d'employeurs d'un type particulier, parce que je ne pense pas que le MEDEF ou d'autres organisations patronales ont ce type de pratique. Ma question, ce serait quel est le résultat de vos préconisations, c'est-à-dire est-ce que votre communiqué a donné lieu à beaucoup de réunions des collaborateurs, ce que vous appelez les collaborateurs, d'une manière générale, puisqu'on est dans un moment où le Code du travail est mis en lumière, quel est l'état? Est-ce que vous êtes des bons patrons en ce qui concerne l'application du Code du travail, par exemple? Est-ce que les institutions représentatives du personnel, les élections sont organisées? Est-ce que vous favorisez l'organisation des élections délégués du personnel et la représentation syndicale? Alors ça, c'est un credo, absolument, et c'est le mien. Je suis absolument pour la représentation syndicale dans les établissements. Alors vraiment, de mes convaincus, d'abord parce que j'ai d'abord été délégué syndical et salarié avant d'être devenu patron moi-même, comme on dit, puisque je suis dans un syndicat employeur. Donc je suis totalement convaincu de l'impérative nécessité de la présence des syndicats dans les entreprises. Alors ça, vraiment,
c'est pas de maintenant, c'est de toujours que j'ai chanté cette chanson. Et je suis moi-même navrée quand ça n'est pas plus présent. Sur le fait, certains nous disent mais vous devriez appeler la grève. Je dis mais excusez-moi, la grève c'est un droit des salariés. Si un patron dit on fait grève, ça veut dire qu'il bloque le travail. Donc je veux dire simplement la fonction fait que on ne sommes pas au même endroit. Donc la grève est du droit du salarié. Donc effectivement, ceux qui souhaitent faire grève. Voilà. Donc est-ce qu'on a tenu en compte comment est-ce que ça s'est passé? J'avoue que non. J'avoue que non, je ne suis pas allée. Franchement, notre principal actuellement, à part, en plus des négociations qui sont en cours, c'est le dénombrement des établissements qui sont en crise. Le dénombrement de la baisse des financements publics, la défaillance de la puissance publique partout, la situation catastrophique des maisons. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours des maisons qui disent demain je ne sais pas si je vais pouvoir programmer. On a des plans de licenciement qui sont en cours. Le tableau est catastrophique. Donc ça, c'est une préoccupation et ce dont on fait l'état le plus souvent, c'est de ça. Et je peux vous dire que c'est pas joyeux. C'est pas joyeux du tout. Hein. Regardez l'état de la situation des établissements aujourd'hui. Alors juste un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de me dire, que je peux également constater, parce que ça m'arrive aussi de jouer dans des scènes nationales, donc je vois bien ce qui se passe. J'espère juste que l'histoire vous servira de leçon. Quand je dis vous, pas vous personnellement, mais l'ensemble des scènes nationales et des grands établissements culturels de ce pays. On se rappelle de façon extrêmement amère, et spécifiquement ici à Avignon, le non-relais qu'il y a eu en 2003 du mouvement de lutte et de grève, et où tout le monde, tous les gens qui avaient fait d'énormes sacrifices, qui s'étaient entretués, écharpés les uns et les autres pendant un mois ici à Avignon, etc., et qui attendaient un relais très fort de toutes les scènes nationales et des lieux culturels importants de ce pays pour continuer le mouvement et obliger le gouvernement à plier sur ce qui était alors à l'œuvre. On a vu ce qui s'est passé ensuite. À part le théâtre des Quatre Vents, je crois, à Montpellier et quelques autres, aucun lieu ne s'est mis en grève. Je me rappelle de la sortie d'un directeur de scène nationale dont, par courtoisie, je ne dirai pas le nom, qui m'avait sorti, on avait fait organiser une réunion de tous les directeurs de scène nationale, donc ça vous donnera déjà une petite idée, des directeurs de scène nationale régionale, pour voir ce qu'on allait faire, au tout début septembre 2003, et cette personne avait dit « Le jour où toutes les scènes nationales se mettront en grève et fermeront leur théâtre, je serai le premier ». C'était extraordinaire quand même, extrêmement théâtral, mais totalement stupide et vain. Et on espère juste que cette année, les choses ne se reproduiront pas de la même façon. Il est vrai que plus de 12 ans se sont écoulés, ou à peu près, et que les scènes nationales et tous les lieux culturels importants, à commencer par le Festival d'Avignon, se sont peut-être rendus compte que, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ne seraient pas, eux, épargnés, et ne feraient pas partie de la petite élite de la culture préservée, mais qu'ils étaient également touchés, et que donc il était plus que temps d'être tous solidaires. Alors moi j'ai deux questions, parce que je ne suis pas très familière des positions du Syndex surtout, alors j'en profite. Déjà, cette histoire d'annexe unique, je voulais savoir ce que c'était l'argument pour pas militer pour l'annexe unique. Et la deuxième chose, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à la loi patrimoine et création, c'est ça? Je sais que c'est encore un gros morceau, mais... Non. La loi patrimoine et création, c'est une affaire qui est... Voilà, c'est un film qui n'a pas eu lieu, en fait. Hein. Enfin, c'est une petite loi. Il y a quelques deux, trois choses dedans, mais ça nous concerne. Enfin, vraiment, les effets sont plus qu'homéopathiques. Sur l'histoire des amateurs, etc. Oui, non, mais ça tente de réguler un problème, ça va... Il y avait des solutions possibles. Moi, honnêtement, je me suis un peu extrait du débat parce que je me dis, on voit pas le début de l'intelligence de la solution. Hein. Parce qu'il y a des partis qui sont tellement opposés que je me dis, de toute façon, jusqu'à présent, les choses étaient... On
avait fait des propositions, hein, d'ailleurs, pour essayer de faire que les possibilités de travail comme ça de circulation entre les milieux professionnels et amateurs soient encadrées. Évidemment que le fait que le salariat soit, la présomption de salariat soit totalement évacuée, on avait fait des propositions. Les choses restent... je ne sais pas où ils en sont exactement aujourd'hui, des amendements et des... J'avoue, hein, je ne suis pas à 100% au top de toutes les informations, je suis désolée. Et j'ai un peu lâché le morceau avec d'autres préoccupations, hein, j'avoue. Mais ça n'a pas été un débat extrêmement passionnant comme on aurait pu l'espérer pour cette loi qui avait été portée par nous depuis longtemps. Je trouve que c'est très décevant pour l'instant. Voilà. Écoutez, sur l'annexe unique, c'est toujours une question ouverte. C'est une question ouverte. Elle a été tranchée il y a longtemps dans une assemblée générale, il y a 5-6 ans, pour une voilà dans le rapport avec la CIP comme étant des préconisations. C'est toujours un débat qui reste au sein de notre syndicat. Il n'est pas voilà, je redis, j'ai pas de religion ferme et accomplie là-dessus. C'est une question ouverte encore. Et je crois que les chiffrages et l'ensemble de la logique, je redis, sera quelque chose qui permettra, à mon avis, si on rentre dans une négociation, si on est trop arc-bouté sur j'ai la totalité de mes revendications qui doit être accomplie, sinon rien ne se fera. Je veux dire, si vous rentrez dans une négociation comme ça en sachant que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est sûr que ça ne va pas être simple. Après, il faut convaincre et il faut donner l'argumentaire pour justifier de la pertinence des éléments. Il y a une pertinence très claire sur les chiffrages actuellement, c'est que vous voyez il y a un décalage considérable entre les indemnisations des intermittents, techniciens et des artistes du fait de la précarisation des artistes. Les artistes sont beaucoup plus fragilisés actuellement dans le système tel qu'il est fait que les techniciens. C'est la réalité des chiffres. Donc à partir de là, je ne tire aucune conclusion sur comment il faut trouver des solutions à ça. Je redis simplement que c'est une réalité qui existe. Et notre souci à nous, c'est d'essayer que les plus fragiles le soient beaucoup moins. Voilà. Et après, répartir les forces sur ceux qui sont plus forts. C'est l'idée. Mais après, voilà, moi je vous dis, je ne souhaite pas du tout que ce débat soit d'abord idéologique. Je veux qu'il soit d'abord sur l'équité, avant de parler des principes, à part celui de l'équité.